Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. J-1 avant la fête nationale monégasque, nous vous dévoilerons des images exclusives des dernières répétitions au Palais Princier et nous reviendrons également sur les dernières remises de distinction. La princesse Charlène a d'ailleurs reçu la médaille en vermeil de l'éducation physique et des sports. Plus de détails à suivre dans quelques instants. L'autre actualité, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Qatar dimanche, un événement marqué par de multiples polémiques. Le journaliste sportif Eric Bilderman sera avec nous pour en parler. Puis nous prendrons la direction de Paris où nous retrouverons notre envoyé spécial Frédéric Elion qui suit actuellement le Monaco Rugby Sevens. L'équipe monégasque part à la conquête demain du titre de champion de France. Et puis avec Cédric Biscay, le président de Shibuya Productions, nous évoquerons la journée mondiale du jeu vidéo, lui qui a notamment coproduit le jeu à succès Shenmue 3. Regardez ces images tournées à l'aube, des images exclusives de la dernière répétition de la fête nationale dans la cour d'honneur et sur la place du Palais Princier. La force publique, la sûreté publique, mais aussi les invités de cette fête du Prince étaient présents pour les ultimes réglages. On peut y apercevoir le détachement de la Marine nationale française et de la frégate Languedoc, ainsi que les militaires de l'Armada espagnole. C'est en tenue civile que nous les avons d'ailleurs retrouvés à la caserne de la Condamine, où ils ont été accueillis par le lieutenant-colonel Maxime Ivrard. Un moment de partage et de détente avant les festivités du 19 novembre. Les différentes cérémonies de distinction et de médailles se poursuivent en amont de cette fête nationale. Illustration ce soir avec la remise de décorations dans les ordres de Saint-Charles et de Grimaldi par le prince Albert II dans la cour d'honneur. Elle récompense les personnes qui ont contribué au prestige de la principauté et reconnaît les services rendus à l'État ou au prince. Autre distinction, autre lieu, une équipe de Monaco Info assistait à la remise de médailles de l'éducation physique et des sports au Stade Louis II. Cette année, une soixantaine d'acteurs du développement sportif en principauté a été décorée, dont son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène. Le reportage de Yannick de Bever, Thomas Deus, Julien Laugier et Clélia Renaud. C'était l'événement de cette remise de médailles de l'éducation physique et des sports au Stade Louis II. La décoration de la princesse Charlène par le prince souverain. Une médaille de vermeil pour récompenser sa carrière de nageuse de haut niveau et son investissement pour le sport en principauté. Chacun d'entre vous connaît l'attachement de la princesse Charlène et le mien pour la pratique du sport, fort de notre vécu personnel et de notre adhésion aux valeurs qu'elle véhicule. 12 médailles de vermeil, 17 d'argent et 31 de bronze ont été remises aux principaux porte-drapeaux du sport monégasque. Qu'ils soient locaux ou étrangers, ils ont contribué ces dernières années ou ces derniers mois à faire briller le blason rouge et blanc. It's a great honor, honestly. I'm really, happy having, having this importance in, this kind of, also people. It's a great, like I said, honor. On donne pour le sport et puis en retour, le gouvernement, le prince nous reconnaît aussi tout ce qu'on donne. On va à l'extérieur, on représente Monaco, les couleurs de Monaco et notre souhait le plus fort, c'est qu'elles soient au plus haut, les couleurs de Monaco. Du bobsleigh au sport adapté en passant par le rugby ou la natation, ces professionnels, amateurs ou bénévoles, retraités ou actifs, ont tous été décorés pour leur passion. Une grande fierté, un grand honneur, surtout c'est une surprise pour moi, donc je ne m'y attendais pas du tout. Donc évidemment qu'avoir cette médaille de mon souverain, c'est un honneur ultime, quoi. Le sport, j'ai toujours considéré donc le sport comme étant une grande école d'éducation. Je connais les valeurs du sport et en recevant donc cette médaille, je me suis dit que c'est une très belle reconnaissance de la part de Monseigneur. Voilà, très grande satisfaction. C'est un mélange de tout quand on reçoit une médaille comme ça. C'est tout qui se passe un petit peu là, à l'intérieur de mon corps. C'est de la joie quand même, pas mal de joie. Pour cette promotion 2022, c'est donc 60 acteurs du sport monégasque qui ont reçu individuellement leur médaille. Une cérémonie qui s'est tenue en présence du ministre d'État Pierre Dartout, la secrétaire d'État Yvette Lambin-Berty et Patrice Cellario, ministre de l'Intérieur.
Toujours dans la tradition de cette fête nationale, la princesse de Hanovre a, elle, remis les décorations du mérite culturel ce matin. Elle distingue les personnalités qui honorent Monaco en contribuant à son rayonnement artistique, littéraire, scientifique ou patrimonial. Cette cérémonie très intimiste s'est déroulée dans le Salon Bleu ou Salon Matignon du Palais Princier. Parmi les récipiendaires, on pouvait retrouver l'actuel directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda, le directeur artistique et musical de l'OPMC, Kazuki Yamada, ou encore le sociétaire de la Comédie Française, Guillaume Gallienne. Puis c'est dans la cour d'honneur que les médailles d'honneur aux bénévoles, du mérite national du sang et de la reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque ont été décernées par le prince Albert II en présence de la princesse Charlène et de Camille Gottlieb. Cette fête nationale monégasque rassemble petits et grands autour du prince souverain et de la famille princière. Les petits ont entonné ce matin l'hymne monégasque. Une caméra de Monaco Info a pu capter cet instant attendrissant où les écoliers étaient habillés de rouge et de blanc pour l'occasion. Et alors que le corps diplomatique est réuni en principauté pour la fête du prince, sachez qu'Anne Eastwood, ambassadeur de Monaco en Italie, a remis en début de semaine ses lettres de créance au président de la République italienne, Sergio Mattarella, comme vous pouvez le voir sur ces images. La cérémonie d'accréditation a été suivie d'un entretien privé. Voilà pour ce chapitre consacré à la fête nationale monégasque. Sachez que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne l'ensemble des festivités avec aux commentaires Sandrine Nègre, José Sacré, Christophe Paco, Vanessa Dessy et l'abbé Christian Venard. Le reste de l'actualité, c'est la Coupe du Monde de football au Qatar qui débute ce dimanche. Alors que le coup d'envoi n'a pas encore officiellement été donné, l'événement fait déjà scandale. Plusieurs polémiques entourent l'organisation. Avant d'en parler avec le journaliste sportif Eric Bilderman, nous sommes allés à votre rencontre pour savoir si vous alliez boycotter ou non cette Coupe du Monde. Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'enjeux. Non, je boycotterai certainement pas, non. La façon qu'ils ont procédé pour en procéder, donc vraiment, pour moi, il faut les boycotter. Ça ne devrait pas être. Ça devrait pas, à mon avis, ça n'aurait jamais dû se passer au Qatar. Ils n'ont pas de foot, il n'y a pas d'équipe de foot chez eux, tout ça. Mais enfin, après, je ne regarderai pas les matchs. Non, je ne vais pas boycotter la Coupe du Monde, parce que déjà, c'est la Coupe du Monde, c'est quelque chose d'important pour le sport. Il y a vraiment l'envers du décor qui est, on le sait, beaucoup de travailleurs qui décèdent, qui travaillent pour des salaires de misère. Et bon, après, malheureusement, ça, l'argent fait le pouvoir maintenant de nos jours, et puis on ne peut rien y faire. D'un point de vue sportif, je pense qu'une Coupe du Monde ne se boycotte pas. Parce que c'est aussi la finalité, c'est un rêve pour plein de joueurs, pas que de la France, mais du monde entier. Il y a des téléspectateurs aussi qui s'identifient à ces joueurs-là et qui démarrent une carrière et qui ont envie peut-être de demain jouer en équipe de France, donc on ne peut pas boycotter. Non, je vais boycotter parce qu'il n'y a pas l'Italie. Oui, les Italiens qui n'ont pas forcément à se poser cette question puisque l'Italie ne s'est pas qualifiée pour cette Coupe du Monde. Nous avons également voulu avoir l'avis des médias sur ce sujet. Pour cela, Fabien Bonilla a interviewé le journaliste sportif spécialiste du football, Eric Bilderman. Eric Bilderman, bonsoir. Bonsoir. On a pu écouter ce micro-trottoir à l'instant, ce sont des avis très partagés. Pour poursuivre ce débat, dans quelques jours, quelques heures même, ça sera le coup d'envoi de cette fameuse Coupe du Monde au Qatar. Je vous pose la question, faut-il boycotter ou pas selon vous ? Écoutez, boycotter aujourd'hui, ça serait bien trop tard. Un boycott de la Coupe du Monde n'aurait eu de sens qu'au moment où le vote a été fait il y a 12 ans, où les mêmes interrogations pouvaient se faire sur la démocratie, sur le respect des travailleurs, sur le respect des minorités. Et je trouve qu'il est un peu facile et un peu se donner bonne conscience à peu de frais au moment où une compétition débute, de se réveiller et d'un seul coup de considérer qu'il ne faut pas aller au Qatar. Alors même si les personnes dont vous parliez tout à l'heure se sont réveillées peut-être un petit peu tard, vous comprenez quand même leurs arguments pour ceux qui veulent boycotter cette Coupe du Monde, que par rapport à la construction des stades, ce gouffre environnemental, des morts sur les chantiers, des droits de l'homme bafoués, comment peut-on finalement cautionner cette compétition sportive ?
selon vous? Alors, je pense que le boycott est illusoire et encore une fois, c'est se faire, je dirais, de la mauvaise publicité à bon compte. La bonne publicité, si tant est, ou en tout cas le bon message, c'est de pouvoir utiliser cette compétition justement pour profiter des plateaux télé, pour profiter de l'audience planétaire, pour évoquer les problèmes que l'on a rencontrés au Qatar. On sait que certaines sélections ont accepté que leur capitaine arbore le brassard arc-en-ciel en soutien justement de ces minorités LGBT. Malheureusement, il semble qu'au niveau de la Fédération française et de Hugo Lloris, on n'est pas, au dernier moment, on est souhaité ne pas avoir ce brassard. Donc là-dessus, on peut effectivement discuter. Alors, on a connu des Coupes du Monde plus sereines, mais aussi des Coupes du Monde avec des odeurs de soufre également dans l'histoire du foot. Je pense, par exemple, à l'Italie fasciste en 1934. En 1982, ça a été une Coupe du Monde bien particulière, avec un France-Koweït honteux, un Allemagne-Autriche arrangé, sans parler du fameux France-Allemagne dont Baptiston se rappelle encore. Qu'est-ce que représente, malgré tout, pour vous, la Coupe du Monde ? Je crois que la Coupe du Monde, bon, je suis journaliste à l'équipe, donc je n'oublie pas, si vous voulez, l'essentiel de mon propos, c'est-à-dire que c'est avant tout la plus extraordinaire compétition sportive, tous sports confondus. Vous avez actuellement 32 nations de qualifiées, mais vous avez plus de 200 pays qui vont retransmettre les matchs et vous êtes dans un moment de fusion, d'émotion, d'excitation qui est très positif. En même temps, quand vous avez une Coupe du Monde en Argentine, au moment du général Videla, au moment de la dictature, où vous savez qu'il y a des prisonniers politiques qui sont torturés, qui sont exécutés dans des prisons qui sont à quelques kilomètres des stades, bien évidemment que vous êtes concerné. La France, tenante du titre, vous la voyez dans quelques semaines ramener la coupe à la maison encore une troisième fois ? En toute honnêteté, non. Bien évidemment qu'on va l'espérer. Faire de la France un favori aujourd'hui, malheureusement, c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que dans le football moderne, conserver son titre est très compliqué d'une compétition à une autre. D'autre part, l'équipe de France arrive en état, malheureusement, de fébrilité, voire de faiblesse. Quand je parle de fébrilité, je pense à la défense qui a des incertitudes avec Raphaël Varane, des forfaits de dernière minute avec Kimpembe. Et quand je parle du milieu de terrain, là je suis plus non pas dans la fébrilité mais dans l'inquiétude. Quand vous perdez Pogba et N'Golo Kanté, que vous devez totalement reconstruire votre milieu de terrain, certes avec Tchouaméni que vous connaissez bien et qui est en train de réussir au Real Madrid, là on a une source d'espérance, mais une équipe qui ne peut miser que a priori sur son attaque, et encore point d'interrogation sur l'état physique de Karim Benzema. Tous ces éléments-là font de la France un outsider, mais si on arrive en quart de finale, voire en demi-finale, je pense que l'objectif sera rempli. Et quelles sont les grosses équipes dont il faut se méfier ? On parle de l'Argentine par exemple. Quelles sont les équipes dangereuses ? Oui, on a la sensation que cette Coupe du Monde est promise sur le papier aux Sud-Américains. Pour moi, le Brésil, à force d'être favori et de passer au travers, cette année me paraît être le favori numéro 1 désigné. Et derrière, effectivement, l'Argentine, ce n'est plus uniquement l'Argentine de Messi, mais c'est une Argentine en reconstruction, puissante, agressive et qui joue bien au ballon. Donc je fais des Sud-Américains mes favoris, sans oublier bien évidemment le potentiel de l'Espagne côté européen, et puis un petit joker sur un outsider qui me paraît bien armé, les Pays-Bas, même si leur attaque paradoxalement n'est pas leur point fort, mais je mettrai une petite pièce sur les Pays-Bas. Un mot concernant les joueurs monégasques sélectionnés, ils sont deux, Youssouf Fofana et Alex Dizazi. C'est une bonne nouvelle pour l'AS Monaco d'avoir deux représentants. Dizazi bénéficie de la chance du 26e homme. C'est forcément pour lui un moyen d'apprendre. Il n'aura certainement pas de temps de jeu, malheureusement pour lui, mais en même temps, quand vous faites une Coupe du Monde alors que vous étiez parti pour repasser quelques vacances, c'est du bonus. Quant à Fofana, bien évidemment, je pense qu'il aura lui du temps de jeu, et ça fait partie des joueurs qui, après la Coupe du Monde, seront certainement des piliers de l'équipe de France. Eric, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.
Et nous verrons si le sentiment d'Eric Bilderman se confirme pour cette Coupe du Monde de football au Qatar. Et direction Paris, à présent, où le Monaco Rugby Sevens a rendez-vous avec l'histoire. Les rugbymen monégasques vont tenter de décrocher le titre de champion de France des clubs de rugby à 7 samedi à la Paris La Défense Arena. Le défi est immense pour Monaco qui reste sur des prestations très abouties lors des derniers tournois. On retrouve sur place en région parisienne Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie, le Monaco Rugby Sevens est bien arrivé hier après-midi à Paris et s'est entraîné pour la première fois du côté du rugby club de Suresnes. Une demi-heure de réveil musculaire en salle afin de réveiller les organismes après le trajet en avion puis en bus. Et ensuite les joueurs de Jérémy et Cardi ont enchaîné sur une séance d'entraînement dans la fraîcheur des Hauts-de-Seine. Vice-champion de France l'an passé, vainqueur de 2 des 3 tournois de l'été, Monaco aura une cible dans le dos samedi. C'est sûr que maintenant, on va être attendu. On l'a été déjà cet été par rapport à la saison qu'on avait fait l'année dernière et là on le sera encore plus au vu des bons résultats qu'on a eu cet été. Mais nous, il faut qu'on se concentre sur nous, sur notre rugby et puis voilà, toutes les équipes qui sont là vont vouloir aller chercher ce titre et ce sera à la meilleure, en tout cas ceux qui feront les meilleures parties samedi qui iront au bout. Donc voilà, ouais, c'est sûr que là on ne peut plus se cacher, on a fait des super résultats jusqu'à présent, alors tout le monde nous attendra. 4 nouveaux joueurs ont rejoint l'équipe pour ce tournoi final samedi à la Paris La Défense Arena et notamment le Britannique Tom Mitchell, vice-champion olympique de rugby à 7 à Rio en 2016. À part une petite alerte pour Ibai Lecomte touché au quadriceps, aucun pépin physique à signaler. Le Monaco Rugby Sevens débutera son tournoi par un quart de finale samedi à 13h30 face à La Rochelle. Et un titre de champion de France, un jour de fête nationale serait plus que symbolique pour le MR7. Le 18 novembre correspond à la journée mondiale du jeu vidéo. Parfois diabolisée, souvent plébiscitée, l'industrie du jeu vidéo est en perpétuelle progression. Pour l'évoquer, nous sommes avec le président de Shibuya Productions, première société de production de jeux vidéo et d'animation de l'histoire de la principauté. Bonsoir Cédric Biscay. Bonsoir Émilie. Le monde du jeu vidéo est un monde qui évolue très rapidement. Quelles sont les nouvelles tendances en la matière ? Disons qu'il y a des tendances qui se sont confirmées, comme la VR, le cloud gaming ou encore le e-sport. Mais c'est tout l'écosystème finalement qui change au niveau du jeu. Aujourd'hui, il y a les influenceurs, les streamers qui font la pluie et le beau temps sur ce marché-là. Il y a aussi évidemment les moteurs de jeu surtout qui sont utilisés pour le cinéma. C'était le cas dans la série The Mandalorian par exemple. Donc ça c'est tout à fait nouveau et on a en fait un secteur qui explose au niveau du chiffre d'affaires, au niveau des joueurs. Enfin, aujourd'hui c'est 2 milliards quand même de joueurs qu'on a. Donc c'est un peu hallucinant. Et ça vous surprend ça, Cédric Biscay ? Moi, ça me surprend pas vraiment parce que j'ai démarré il y a très très longtemps dans cette industrie-là et j'ai même démarré en tant que joueur. Donc, je savais que ça allait cartonner puisque à l'époque, voilà, c'était très difficile finalement de faire rentrer des consoles de jeux chez soi. Et puis à l'arrivée de Sony, tout a commencé à exploser. Et puis maintenant, tout le monde joue en fait. C'est devenu un mode de vie en fait. C'est lifestyle le jeu vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce secteur ? Quand j'aime quelque chose, j'essaye de travailler dedans parce qu'on est vachement plus fort, je trouve, dans les métiers qu'on aime. Donc, à partir du moment où j'étais joueur de jeu, je me suis dit, ça serait bien si je pouvais travailler dans ce monde-là. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé à travailler là-dedans. Comme pour le manga, les dessins animés et autres, finalement, c'est toujours la même chose. Si on veut vraiment apprécier son travail, je pense qu'il faut vraiment travailler dans un truc qu'on aime. Et qu'avez-vous envie de répondre, Cédric Biscay, à ceux qui diabolisent les jeux vidéo ? En fait, le jeu vidéo, c'est un simple divertissement. C'est-à-dire que c'est pareil que les films ou les livres. Il y a des jeux vidéo pour tous les âges. C'est évident que si vous avez votre fils ou votre fille de 8 ans qui vous dit « je veux jouer à GTA », c'est juste non, en fait. Donc, c'est aux parents aussi à faire un petit peu la police à ce sujet et de pas faire genre « j'y connais rien ». Je veux dire, les âges sont clairement indiqués sur les différents jeux. Donc, il faut juste pas fermer les yeux, tout simplement. Ça peut être bon pour le développement personnel ? Alors, je pense que oui, puisque, moi, je suis joueur. Tous ceux que je connais ont été joueurs. Ils ont pas mal tourné, on va dire. Donc, tout se passe plutôt bien. Et ça permet, finalement, d'être plus ouvert d'esprit, de se développer au sens large. Et puis, finalement, même si on est seul devant son écran, il y a une communauté autour où on peut rencontrer, justement, plusieurs joueurs.
Bah oui, alors c'est sûr que évidemment il y a toute la partie jeu en ligne et après c'est aussi le jeu en ligne qui parfois fait un petit peu peur, hein, puisque évidemment on voit son enfant ou autre hein, avec son casque, avec ses écouteurs et c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, mais les communautés existent aussi dans la réalité. Hein, les joueurs qui sont en ligne se retrouvent lors des événements également, donc non, c'est très social dans le bon sens du terme, je pense. Cédric Biscay, vous avez été honoré hier dans la cour d'honneur du Palais Princier. Vous avez été fait chevalier dans l'ordre de Saint-Charles. Une réaction suite à cette remise de médaille? C'était juste extraordinaire. Enfin, au-delà du grand honneur qui m'a été fait, parce que c'était pas du tout. Enfin, j'avais jamais prévu un truc pareil. J'y croyais pas, quoi. En vrai, c'est la première fois qu'un truc comme ça m'arrive. Donc, grande fierté et puis, enfin, vraiment halluciné. Ouais. C'est une belle aventure à la fois personnelle et professionnelle qui vous lie à Monaco, hein. Monaco, je sais pas, à chaque fois que je fais un truc, on me suit, donc je suis juste super content parce que ça a toujours été comme ça. On pourrait se dire aujourd'hui, bon, c'est vrai, Shibuya Production est un petit peu plus connu ici, donc on pourrait se dire ouais, c'est normal finalement, mais non, même au début, qu'on était absolument inconnu et qu'on démarrait, on a toujours été suivi. Et j'ai l'impression qu'on peut vraiment travailler ici en mode Team Monaco. Tout le monde est positif dès qu'il y a des nouvelles idées, dès qu'on a des choses à défendre, on nous laisse en tout cas les défendre. Et puis bon, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, si on n'avait pas l'appui des autorités, on n'aurait pas pu le faire. Donc c'est assez fluide, on dirait. Et Cédric, puisqu'on parlait jeux vidéo, est-ce que c'était un hasard ou un clin d'œil que le jeu vidéo Shenmue 3 soit lancé un 19 novembre? Alors non, alors c'est pas du tout un hasard et j'avais dû négocier âprement avec mes partenaires. Évidemment, je connaissais la date de la fête nationale monégasque et à partir du moment où le jeu a été produit en partie à Monaco, c'était évident pour moi de faire ce clin d'œil et mes partenaires m'ont laissé faire ce clin d'œil. Mais c'est très difficile. Il faut savoir qu'une date de jeu vidéo, ça se bouge jamais. On a réussi un petit miracle à le sortir un 19 novembre, ça c'est clair. Eh bien, merci beaucoup Cédric Biscay. On le rappelle, vous êtes le président de Shibuya Production et puis on vous retrouvera très bientôt en 2023 à l'occasion du Salon Magic. Merci Émilie, au revoir. Dans le reste de l'actualité en images, l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO propose une nouvelle exposition mettant en valeur les œuvres d'Ania Guillaume. L'artiste y présente notamment ses sculptures façonnées avec des matériaux inhabituels comme le titane, une exposition à découvrir jusqu'à la fin du mois. Autre exposition, autre lieu, l'association des Arctochtones fête ses 10 ans à la galerie L'Entrepôt. L'événement regroupe de nombreux artistes internationaux ou émergents, des peintres, des céramistes, des photographes ou encore des sculpteurs. Rendez-vous rue de Milo jusqu'au 25 novembre. Et enfin, un mot sur cette conférence qui s'est tenue hier à la Princess Grace Irish Library. Rachel Moss est venue partager son expérience sur le livre de Kills, un manuscrit du 9e siècle dont l'original est hébergé dans la bibliothèque du Trinity College de Dublin. Il est temps à présent de découvrir les prévisions météo avec vous, Yannick de Bever. Yannick, quel temps fera-t-il pour ce 19 novembre ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. La météo pour ce week-end devrait être plutôt mitigée entre nuages et soleil. Ce samedi, une légère brise soufflera à Monaco dans la journée. Côté température, prévoyez entre 10 degrés au lever du jour et 15 dans l'après-midi. Ce samedi 19 novembre, jour de fête nationale en principauté, est également célébré le bienheureux régné d'Arezzo. Il ne faudra pas non plus oublier de souhaiter une bonne fête à tous les Tanguy. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec les photos de Manuel Vitali qui était ce matin à l'école Saint-Charles pour entendre les élèves chanter l'hymne monégasque comme le veut la tradition lors de cette fête du prince. Rendez-vous demain sur Monaco Info pour une édition spéciale consacrée à la fête nationale. Bonne soirée.